Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, cher public virtuel, chères contradictrices. Tout d'abord, laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai de voir vos visages aujourd'hui, ou du moins la moitié de ceux-ci. Mon plaisir est encore plus grand à l'idée de savoir que nous nous retrouvons pour débattre, échanger, argumenter, plaider, bref, pour parler. Ces dernières semaines, le nombre de conversations que j'ai pu avoir avec des êtres vivants se compte sur les doigts d'une main. Et le chiffre diminue largement si on exclut les discussions que j'ai tenté d'avoir avec mon ficus qui, je dois bien l'avouer, n'est pas très causant. Quelle drôle d'époque nous vivons, n'est-ce pas? Et oui, voilà bientôt une année que nos vies ont été bouleversées, et tout ça à cause d'un maudit pangolin, animal dont je suis sûre que la moitié de la planète ignorait l'existence il y a quelques mois encore. Les scénarios les plus dingues de science-fiction n'arrivent pas à la cheville de la réalité. Et puis, ce n'est pas simple à suivre. Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, ça devient plus dur à comprendre que la fin du film Inception. Dans un tel contexte, j'ose espérer que Rhetorica sera mon refuge, ma terre d'asile, et me permettra de bénéficier d'un peu de chaleur humaine entre deux problèmes de connexion sur Zoom. Si ce masque ne venait pas disgracieusement se dresser entre vous et moi, vous verriez par mon sourire le bonheur que j'éprouve aujourd'hui à me tenir devant vous. Ah, ce fameux masque. Alors qu'il n'était connu que du personnel hospitalier il y a quelques mois, ou encore de la population japonaise, il est devenu indispensable, à tel point qu'on a dû se battre pour en avoir, tout comme pour attraper le dernier rouleau de papier toilette du rayon, quitte à créer des scènes de cohue au moins aussi hallucinantes que lors de la sortie de la nouvelle PS5 ou encore des dernières claquettes Lidl. Ce masque est partout, et sur toutes les lèvres, si bien que les organisateurs de Rhetorica ont sauté sur l'occasion de nous en faire un sujet. Le masque étouffe-t-il la parole? À cette question, je devrais tout naturellement répondre par l'affirmative. Mais avant de vous exposer mes arguments, laissez-moi définir tel qu'il se doit les termes du sujet. Tout d'abord, le terme de masque recouvre plusieurs sens, et il en existe de diverses sortes. Masque de ski, de plongée, de carnaval, et j'en passe. Mais compte tenu du contexte actuel, je ne m'intéresserai qu'à une seule définition du masque, à savoir l'objet dont on se couvre le visage pour se protéger. Par ailleurs, pour ne pas me limiter au sens littéral du sujet, j'évoquerai aussi le masque comme une image, un symbole de la crise du coronavirus. Ensuite, le dictionnaire Littré définit la parole comme la faculté qu'a l'espèce humaine d'exprimer ses idées par les sons de la voix. Enfin, le verbe étouffer recouvre lui aussi plusieurs définitions. Étouffer revient à gêner la respiration de quelqu'un, à amortir un bruit, un son, le rendre moins sonore, mais aussi à empêcher la presse ou l'opinion publique de s'exprimer librement. Il faut bien comprendre ici que le verbe étouffer est synonyme de réduction et non pas de suppression totale de la parole. Il ne peut être soutenu que le masque empêche toute forme de parole, puisqu'alors le simple fait pour moi de m'exprimer aujourd'hui devant vous, alors que je porte un masque, serait une énorme contradiction. Il me faudrait alors me taire pendant le temps qui m'est imparti, et laissez-moi vous dire, 10 minutes de silence, c'est très long. Même Johnny n'a pas eu le droit à un tel hommage. Pour répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, je vous expliquerai dans un premier temps comment le masque complique fortement la communication, puis, dans un second temps, je m'intéresserai à l'aspect plus symbolique du sujet, et je vous montrerai donc comment le coronavirus, symbolisé par le masque, est venu étouffer la parole. Le masque étouffe la parole en ce sens qu'il complique les échanges entre ceux qui le portent. En effet, le port du masque a des conséquences sur la communication. Il réduit l'intensité de la voix et il pose des problèmes d'articulation et de respiration. Les débats laborieux lors du procès Charlie Hebdo en sont un exemple. À plusieurs reprises, les personnes qui assistaient au procès se sont plaintes du fait qu'il était impossible d'entendre les personnes qui s'exprimaient, si bien que la Cour a décidé d'autoriser ces derniers, ainsi que les avocats, à enlever leur masque lorsqu'ils s'exprimaient. Mais au-delà de ces contraintes phoniques, les personnes les plus touchées par cette difficulté de communication liée au port du masque sont bien les personnes sourdes et malentendantes. Il y a quelque temps, une jeune femme souffrant de surdité témoignait « Je me sens bâillonnée, comme si je n'avais plus tellement le droit à la parole, une parole que j'ai d'ailleurs mis des années à acquérir. » Le masque a évidemment créé un handicap supplémentaire pour ces personnes pour qui la communication peut déjà s'avérer difficile en temps normal. En effet, alors que l'expression faciale joue un rôle crucial dans la langue des signes, celle-ci n'est plus perceptible derrière un masque. De plus, en langue des signes française, les personnes labialisent, c'est-à-dire qu'elles articulent le mot en français correspondant au signe. Quant aux sourds qui lisent sur les lèvres, le masque oblitère tout. Beaucoup disent réduire leurs interactions, car communiquer est devenu un véritable parcours du combattant.
Ces personnes se sentent exclues et leur vie sociale en prend inévitablement un coup. Le masque étouffe la parole et ce n'est pas le président de la République qui me contredira. Vous n'avez pour sûr pas manqué ces images qui ont beaucoup amusé les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, lors d'un discours face à des lycéens, manque de s'étouffer en direct et alors qu'il est pris d'une crise de toux interminable, s'empresse de retirer son masque pour ne pas s'étouffer. Il s'en fallut de peu pour que Gérard Larcher ne devienne notre président. Il semblerait même que la parole de certaines personnes au gouvernement ait été totalement étouffée par le masque. Et je pense ici à notre cher ministre de l'enseignement supérieur, qui, pendant plusieurs mois, a totalement disparu. Plus de son, plus d'images. On s'est d'ailleurs beaucoup inquiété. Enfin, rassurez-vous, elle a fait son grand retour tout récemment. Et quel retour! S'attaquer au fléau des bonbons qui traînent sur les tables d'amphi, un combat que même le masque n'a pas su étouffer. Au-delà de l'aspect littéral du sujet, il me paraît nécessaire de l'étudier sous un angle plus symbolique. C'est ainsi que je vais vous montrer maintenant comment la Covid-19, symbolisée par le masque donc, est venue étouffer notre parole. En effet, force est de constater que la situation d'urgence sanitaire dans laquelle nous vivons, que les débats sur le Covid monopolisent la parole. Il ne vous aura pas échappé que depuis plus de 10 mois maintenant, pas un jour ne se passe sans qu'on entende parler de ce virus. La Covid, encore la Covid et toujours la Covid. La crise sanitaire a le monopole, à tel point que des sujets essentiels sont passés au second plan. Des questions très importantes ont été reportées, je pense ici aux nombreuses réformes législatives qui auraient dû être mises en place en 2020. Réforme des retraites, réforme des APL, des allocations chômage, etc. Le même constat peut être dressé concernant les manifestations. Ces dernières font l'objet depuis le début de la crise de restrictions importantes, dérogatoires aux règles habituelles, qui peuvent aller jusqu'à une interdiction du préfet. C'est l'habituelle mise en balance entre exercice d'une liberté fondamentale, le droit de manifester, et protection de la population. Et même lorsqu'elles sont autorisées, la couverture médiatique de ces manifestations porte bien plus sur le respect des gestes barrières que sur les revendications des manifestants. De plus, le nombre de personnes qui manifestent aujourd'hui est largement réduit, la peur du Covid l'emportant tout naturellement. Prenons pour exemple la manifestation du 26 janvier dernier contre la loi de sécurité globale. Lorsque je me suis renseignée dans diverses coupures de presse, j'ai noté qu'à chaque fois, les premiers mots des journalistes faisaient état du nombre réduit de manifestants, et puis venait ensuite la question du respect des gestes barrières lors de ces manifestations. Ce n'est que bien plus tard dans ces articles qu'il est enfin fait mention des revendications des manifestants. La crise du Covid a même réussi à mettre fin aux manifestations des Gilets jaunes, qui pourtant se tenaient jusque-là chaque samedi, et ce depuis octobre 2018. Enfin, il ne vous aura pas échappé qu'en cette période, les droits fondamentaux et libertés sont mis à l'épreuve, et particulièrement la liberté d'expression, pourtant cruciale pour le fonctionnement de toute société démocratique. Par ailleurs, cette réalité est encore plus vraie dans le contexte actuel, puisque le rôle des journalistes s'est avéré essentiel, un plus grand nombre de personnes s'étant tournées vers les médias pour obtenir des informations. Toutefois, cette période a été source de restrictions imposées aux médias, et des rapports publiés sur le sujet ont fait état de situations inquiétantes, où la pandémie a exacerbé les faiblesses préexistantes. Selon un rapport de l'Institut international pour la démocratie, publié en décembre dernier, plus de la moitié des États démocratiques ont pris des restrictions de liberté illégales ou disproportionnées. Parfois, la liberté d'expression est réduite sans aucune justification. Elle est totalement disproportionnée et la pandémie est parfois devenue une excuse pour justifier la dérive totalitaire de certains pays. Des chaînes de médias sont fermées pour avoir refusé de diffuser des informations concernant le Covid. Des journalistes sont arrêtés et détenus pour avoir critiqué la politique de santé publique exercée par le gouvernement. Mais l'exemple qui illustre le mieux ce constat est bien celui de la Chine. Des milliers d'internautes chinois ont été sanctionnés pour leurs déclarations. En effet, sous prétexte de lutter contre la pandémie, les autorités chinoises ont accentué le contrôle d'Internet en empêchant le journalisme indépendant et la diffusion d'informations, tout comme les critiques à la réponse gouvernementale face à la crise. Les médecins, devenus lanceurs d'alerte, ont été accusés d'être des traîtres à la patrie pour avoir essayé de dénoncer l'inaction du gouvernement face au développement de la crise. Pour conclure, j'espère sincèrement que nous n'aurons bientôt plus à porter ce masque qui étouffe notre parole, car cela voudra dire que cette crise est derrière nous et que nous pourrons recommencer à vivre un peu plus normalement. Et surtout, en tant qu'étudiante, que je pourrai retrouver les bancs de la faculté, bancs qui me manquent tellement. En attendant, et même si le masque étouffe notre parole, il est nécessaire que nous continuions à le porter pour se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres.
Merci. Mesdames, Messieurs les jurés, organisateurs, publics virtuels et contradictrices, comme l'a mentionné Nolwenn tout à l'heure, voilà des mois, voire bientôt une interminable année, que nos lunettes s'embuent si on a le malheur d'expirer un peu trop brutalement, que l'on reste impuissant lorsqu'on commence à avoir la goutte au nez. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été enrhumés, mais cette année, c'est particulièrement compliqué. Que l'on hurle au téléphone pour se faire entendre, convaincu qu'entre les bourrasques cavraises et cette barrière de tissu, notre interlocuteur n'entendra que des bribes de syllabes lointaines. Oui, c'est vraiment pénible. Ça, je vous le concède, chère contradictrice. Et je suis certaine que personne dans cette pièce n'ira prétendre le contraire. Mais alors, le débat pourrait s'arrêter là. Si personne n'apprécie d'avoir sa respiration entravée par un morceau de tissu, alors qui étouffe notre parole, alors enlevons tous notre masque, et chère contradictrice, je vous laisse la victoire. Si personne ne passe à l'action, on est bien d'accord que cette barrière dont on aime se plaindre à la première occasion est entrée subitement dans nos vies pour une bonne raison. En effet, l'homme est un animal social, comme le soulignait Aristote, et nous vivons tous en société. Or, cette société ne peut reposer que sur de la bienveillance à l'égard de notre prochain. Elle repose sur la préservation du bien commun. C'est une notion qui figure souvent dans les textes religieux, politiques et philosophiques, et ce depuis le XIIIe siècle. Donc depuis le temps, elle arbore différentes définitions, mais celle qui illustre le mieux mon propos est la suivante. Le bien commun, c'est l'ensemble de ce qui soutient la coexistence des membres de la société et par conséquent leur être même. Sa préservation est donc le mortier du vivre ensemble. La condition sine qua non pour ne pas donner raison aux collapsologues. Mais attention, le respect du bien collectif n'empêche en rien de discuter nos désaccords, de discuter nos différends, de trouver un terrain d'entente ou de clamer haut et fort nos désaccords. J'imagine parmi une audience de brillants académiques comme vous que tout le monde connaît la pyramide de la hiérarchie des besoins de Maslow. Eh bien, en ayant cela en tête, je trouve que s'offusquer du port du masque qui heurte notre besoin d'épanouissement, de clamer qu'il s'agit d'une scandaleuse entrave aux libertés individuelles, démontre un profond manque d'empathie et un égoïsme dangereux. Bien sûr, nous aimerions tous pouvoir de nouveau partager un sourire, nous saluer dignement dans la rue avec une bonne bise à la française, et pourquoi pas embrasser notre partenaire dans la rue si le cœur nous en dit, pour les quelques couples qui sont encore debout après 2 confinements. Pourtant, nous acceptons de nous priver de tout cela, car nous nous devons de préserver les besoins vitaux de notre communauté, et plus particulièrement le besoin de sécurité. Et nous voulons tous assouvir au plus vite nos besoins psychologiques, notamment nos besoins sociaux, mais sans nous mettre en danger. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui de porter ce masque pendant des heures pour nous écouter plaider. Alors que ma contradictrice se lamente d'à quel point le masque étouffe notre parole, de mon côté, je me réjouis de voir combien, au contraire, les langues se sont déliées depuis que nous sommes enfermés. Peut-être parce que notre équilibre s'est précarisé, peut-être parce que notre santé est menacée, ou peut-être parce que cette atmosphère inédite a au moins le mérite de nous avoir laissé le temps de la réflexion au milieu d'une logique capitaliste inarrêtable. Cette pause forcée dans notre quotidien effréné nous a poussé à prendre du recul, à remettre en question beaucoup de ce qui n'avait auparavant jamais été interrogé, et à exiger ce qui nous a toujours été dû, du respect, de la bienveillance et de la collaboration. Ceux qui ne savaient plus comment exprimer leur frustration ont enfin pu prendre part au dialogue politique. Les inégalités se sont renforcées, donc ma contradictrice a mentionné les handicapés, les répercussions et les discriminations se sont faites encore plus voyantes, et la précarité a touché encore plus durement les plus faibles. Quel triste bilan, en effet. Et pourtant, et ce malgré l'adversité, le peuple s'est uni, il s'est rassemblé, et il s'est exprimé pour que les choses changent enfin. Pour que cette belle devise française de liberté, d'égalité et de fraternité retrouve enfin son sens, son importance et sa puissance. Lorsque nous avons été face à la fragilité de notre vie, les inégalités se sont faites encore plus accablantes. Les injustices nous ont paru encore plus criantes. Et la détresse de beaucoup a été particulièrement émouvante. Le monopole médiatique des puissants a pris fin lorsque le peuple s'est uni malgré le virus, malgré le masque et malgré la répression démesurée.
pour nous soutenir mutuellement, pour aller de l'avant et pour construire le monde d'après. Un monde plus juste, une société plus inclusive et une vie plus humaine, tout simplement. Alors que la présence policière s'est renforcée, accompagnée des violences inhérentes à l'impunité institutionnelle, les minorités racisées sont parvenues à s'unir pour demander justice. Alors que le clivage s'est creusé, mettant les plus fragiles dans des situations encore plus invivables, les associations et les migrants sont parvenus à s'unir pour attirer l'œil sur ces conditions de vie inhumaines. Alors que les restrictions s'éternisent, que les plans d'avenir s'effondrent, que le monde d'avant est définitivement un lointain souvenir, les étudiants sont parvenus à s'unir pour partager leur détresse et briser le mur de l'indifférence intergénérationnelle. Je me réjouis d'une si grande mobilisation derrière nos masques. Je me réjouis que ces sujets qui sont au fondement même de notre société soient enfin débattus derrière ce tissu. Je me réjouis que l'on soit toujours capable de prendre des risques pour défendre nos droits et que ces masques puissent nous protéger alors que le rassemblement est devenu un si grand danger. Les discours défendus lors des manifestations de ces 11 derniers mois n'ont pas été étouffés par le masque. Au contraire, le masque a protégé les Français qui sont descendus dans la rue défendre nos droits. Black Lives Matter, MeToo, antisécurité globale, étudiants fantômes, même les rassemblements anti-masques confirment paradoxalement le fait que ces restrictions sanitaires n'empêchent en rien de s'exprimer. Cependant, même si je défends aujourd'hui devant vous que le masque n'est pas un danger pour notre liberté d'expression, je ne prétends pas que tout va bien ou que l'on n'a pas de quoi s'inquiéter. Non, il y a effectivement de lourdes menaces qui pèsent sur notre liberté d'expression et sur notre capacité à vivre ensemble, par extension. En effet, comment cohabiter si nous ne vivons pas dans la même réalité? Comment nous comprendre si plus rien ne nous assemble? Et comment tomber d'accord si on ne dispose pas des mêmes faits? Voyez-vous déjà qui est-ce que je vais pointer du doigt? C'est ceux qui disposent d'algorithmes si puissants que l'on a parfois l'impression de vivre dans des mondes différents. Ils ne vous viendront peut-être pas tout de suite à l'esprit, alors pourtant qu'ils déterminent vos vies. C'est ceux qui vous informent et guident vos choix. C'est ceux qui vous espionnent et vendent vos datas. C'est ceux qui contrôlent votre réalité et qui déterminent pour qui vous allez voter. Il y a quelques semaines seulement, ils se sont enfin fait épingler pour abus de position dominante, comme ils l'ont appelé. Facebook et Google, voici les vrais géants capables d'étouffer votre parole. La Commission européenne tente de freiner ces gatekeepers, car nous vivons dans une dystopie et ils en sont les vrais auteurs. Merci. Chère contradictrice, je vous remercie pour ces arguments très intéressants. Toutefois, je ne peux qu'être en désaccord avec vous. À mon sens, il y a une distinction essentielle à faire. Le sujet qui nous a été proposé aujourd'hui est celui de savoir si le masque étouffe ou non la parole. Cela signifie donc bien que la parole est prononcée, mais qu'une fois prononcée, elle sera ensuite étouffée. On ne discute pas de savoir s'il est toujours possible de s'exprimer, mais de savoir si l'impact de nos paroles sera toujours aussi important qu'auparavant. Or, vous n'avez fait que montrer ici que la parole pouvait être exprimée malgré le masque, et je ne vous contredirai pas. Toutefois, je vous explique ici que le masque va venir étouffer la parole une fois prononcée. Je prendrai l'exemple des anonymes sur les réseaux sociaux. On pourrait croire que l'anonymat, et donc le masque de l'anonymat, viendrait libérer la parole de ceux qui s'expriment. Mais dans une société qui nous appelle de plus en plus à vérifier nos sources, on ne peut nier le fait que si l'anonyme se sent plus libre d'exprimer sa pensée, la force probante que l'on attache à ses propos est bien diminuée, car l'anonyme caché derrière son masque virtuel, la parole de l'anonyme caché derrière son masque virtuel sera beaucoup moins prise en considération que celle donnée par des sources facilement identifiables. Donc si l'anonyme peut parler, sa parole sera étouffée, car le masque qu'il porte conduit à se méfier de celle-ci. Vous parlez du fait que la parole s'est quand même libérée malgré le masque. Vous disiez que les langues se sont déliées. Certes, on a entendu beaucoup de choses, énormément de choses, mais des choses divergentes. Et comme tout n'est pas noir dans ce monde, il y a quand même un aspect positif à cela. En étouffant la parole de certains, on a pu mettre fin au brouhaha permanent d'idées, ce qui nous a permis de mieux entendre la parole de ceux qui avaient le plus besoin d'être entendus. Par exemple, le personnel médical se plaint depuis des années du fait qu'il manque de moyens
et se plaint des conditions dans lesquelles il travaille. Et malheureusement, il aura fallu attendre une pandémie mondiale pour qu'enfin il soit écouté. Le fait que la parole de certains ait été étouffée est ici un avantage, parce que nous avons pu mieux écouter leurs revendications, et nous sommes enfin, et c'est bien trop tard à mon sens, conscients du fait que sans le personnel hospitalier, nous ne sommes rien. Quel meilleur exemple pour illustrer ma thèse que moi-même? Compte tenu des restrictions imposées aujourd'hui, le concours Rhétorica se déroule sans public, du moins avec un public virtuel. Or, comme il faut toujours s'adapter à son public, j'ai dû revoir ma plaidoirie. Il ne m'est donc plus possible de citer Booba ou Jul, comme j'en avais l'habitude l'année dernière. C'est vraiment dommage, puisqu'il faut s'adapter à mon public. Alors après, me direz-vous, peut-être que M. Fleury a une face cachée et qu'une fois qu'il ôte sa toge universitaire, il se retrouve en survêtement, casquette à l'envers, à écouter le dernier album de Permettez-moi d'en douter toutefois. Vous parliez au tout début du problème lié au port du masque avec les lunettes. Le port du masque est donc effectivement très gênant pour celui qui porte des lunettes et qui se retrouve condamné à faire ce terrible choix entre respirer et ne pas s'étouffer et ne pas être aveugle derrière cet écran de buée. Regardez ce pauvre monsieur Pommel. Cela fait 10 minutes qu'il est en appelé et je ne suis même pas certaine qu'il sera en état de nous poser des questions après. Je vous dirai enfin un dernier argument pour vous montrer que le Covid a le monopole dans les débats aujourd'hui. Un des débats qui a le plus animé notre pays ces derniers temps était la question de savoir s'il faut dire le Covid ou la Covid. Fort heureusement, les immortels sont venus trancher la question, Dieu merci, et on dit la Covid. En attendant, ça fait quand même des années qu'on se demande si on dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi, et la question n'est toujours pas tranchée. Il aura fallu quelques mois d'existence au coronavirus pour que les immortels se penchent sur la question, mais le Wi-Fi, non. Laissons les gens débattre de ces idiocités encore plus longtemps. J'espère que mes arguments vous auront convaincu, chères contradictrices, que oui, le masque étouffe la parole. Merci. Donc, je vais rebondir sur votre dernier propos, qui est à savoir que le Covid monopolise les débats. Il faut se poser la question, est-ce que c'est la faute du Covid ou est-ce que c'est la faute des médias qui créent ce débat? Parce que si le Covid monopolise les débats, ce qui est, je le concède, je ne pense pas qu'il y ait un monopole, personnellement, au moins un oligopole. Il y a heureusement d'autres sujets qui arrivent à faire face, mais c'est aussi parce qu'on est dans un système qui fonctionne aussi très bien sur les peurs. Et les médias cherchent à entretenir nos peurs pour nous garder captivés. Cette peur, en fait, nous permet de vivre, en fait, quelque part, enfin, de sentir des émotions. C'est l'émotion la plus forte et la plus facile à créer. Donc, je ne pense pas que ce soit le Covid qui soit à blâmer. Et d'ailleurs, je pense qu'on a une grande part de responsabilité dans l'origine de cette pandémie. Je pense qu'il faut peut-être remettre en question justement la parole médiatique et comment est-ce que le débat est diffusé. Parce qu'effectivement, un sujet aussi effrayant qu'une pandémie mondiale va faire du clic, va faire du buzz et va effectivement occuper une place. Alors qu'au final, ce débat constant et omniprésent depuis des mois n'apporte pas vraiment de solution. Comme vous le dites, le Covid ou la Covid, c'est pas ça qui va nous amener des vaccins, par exemple. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, vous avez mentionné le fait que les paroles n'ont peu d'impact. Les paroles sont du coup, selon vous, étouffées et réduites sonorement en parlant. Je ne pense pas, cela dit, que ce soit ni la faute du masque, ni la faute du Covid. Je pense que c'est aussi le fait que... Vous êtes une très bonne contradictrice, déjà, très déstabilisante, je tiens à le préciser. Du coup, oui, je pense pas que je pense pas que les paroles aient perdu leur impact à cause du masque. Je pense que effectivement, dans ce monde des réseaux sociaux où tout peut faire le buzz, où il y a des artistes comme Jul et Ninho qui ont beaucoup plus de visibilité que des universitaires ou des académiciens qui ont des vraies solutions à apporter. Et du coup, le fait que tout le monde ait le droit à la parole, c'est vrai, ça crée un peu un brouhaha. Je ne pense pas pour autant que le masque soit en mesure d'étouffer ce brouhaha ou de le reconcentrer sur des solutions essentielles.